Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de la culture religieuse, votre émission qui vous propose de parler de l'islam, que ce soit dans le culte ou dans l'histoire. Et comme vous le savez, durant plusieurs épisodes, cette fois-ci c'est le deuxième, on parle de la présence musulmane en Andalousie, donc une présence qui a duré 700 ans à peu près, de 711 jusqu'en 1492, donc à peu près 781 ans. Donc pour faire plus exact. Notre invité aujourd'hui est spécialiste en histoire de l'islam, Dr Ismail Hamid. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, pour introduire, la dernière fois, on a parlé donc de l'avancée des musulmans et de l'installation de l'empire musulman en Andalousie. Maintenant, on va parler donc de la renaissance culturelle et scientifique en Andalousie avec l'empire musulman, pour introduire comment vous pouvez, disons, commenter cette présence. Bien sûr, les Arabes, quand ils arrivent dans une terre, alors ils doivent laisser leurs traces très très positives, leurs traces de civilisation. Et c'est toujours la valeur ou le grand rôle que les Arabes jouent dans la plupart des pays qui ils arrivent. Et contrairement, bien sûr, par rapport à l'image que les médias maintenant, qui veulent montrer les Arabes, qu'ils sont des sauvages, des gens violents, agressifs, tout ça, et bien sûr, ce n'est pas une vraie image pour les Arabes. Non, regardez l'image ou la vraie image des Arabes en Espagne. Et comment les Arabes, ils ont déplacé, ils ont changé la nature de la vie, la civilisation là-bas. Non, pas de civilisation avant, c'est juste des princes qui font le lutte, qui se disputent vers le pouvoir et tout ça, et leur donne la stabilité. C'est au début, la stabilité, le royaume arabe devenu très stable là-bas. Après, on va leur montrer alors notre trace de civilisation, de l'architecture, des sciences et même aussi pour la culture. Là-bas, on a beaucoup de traces, on a beaucoup de domaines qui nous montrent bien sûr l'image ou les phénomènes de la civilisation arabe en Espagne, en Andalousie, et que les historiens de l'Occident qui reconnaissent bien, qui apprécient bien le rôle que l'arabe jouait là-bas. Et si on lit le livre, par exemple, d'un grand historien, Gustave Le Bon, c'est un historien français. Donc, si on lit, qu'est-ce qu'il dit sur la présence arabe ou l'existence arabe en Espagne, et même après l'expulsion des Arabes de l'Espagne, et le contraire de tout ce qui se passe là-bas, et la tolérance que les Arabes traitaient avec le peuple là-bas, et par contre aussi, et quand les Espagnols, ceux qui ont chassé les Arabes, ils ont fait des massacres, ils ont fait tout ça, c'est une image très très différente. Parce qu'avant l'arrivée des Arabes là-bas, on parle d'une église qui était très forte. C'est une vie de l'église. On ne parlait pas de la religion uniquement, non, c'est du pouvoir très absolu de l'église, l'église du avec prêtre un E et tout ça. majuscule. C'est l'église qui oppose les sciences. Très bien. On a par exemple un modèle de ça, c'est Galilée Galilei. Celui qui était, Galilée, bien entendu, oui. qui était exécuté par l'église, c'est à cause de quoi? Parce qu'il a dit, alors une vérité scientifique, il a dit que la forme de la Terre, c'est ovale. Mais l'Église oppose ça. Non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas utiliser des sciences. Et comme ça, il faut toujours prendre les vérités de nous. C'est nous, les prêtres, qui vous donnent la vérité. Ce n'est pas la vérité scientifique que tu fais. Donc on parle d'un monde très sombre. Dans cette période-là, il n'y a pas de respect de science, il n'y a pas de respect de l'homme, rien. C'est juste les prêtres, ceux qui contrôlent et tout ça. Et ça, ce qui fait le choc pour les Européens après, de tourner vers le sécularisme après et d'être laïque ou la laïcité après, parce que alors ça suffit de l'Église, après ils arrivent. Une présence qui a aussi un impact pour la suite, Dr Ismail. Oui, et bien sûr, on parlait sur l'Église et la force de l'Église dans cette période et comment l'Église alors oblige les gens de suivre les principes de l'Église et les principes qui étaient contre entièrement les sciences. Il n'y a pas de science et tout ça, il faut toujours suivre
les paroles du prêtre et tout ça. Les principes ecclésiastiques. Alors pour terminer, juste pour cette introduction, parce qu'on va rentrer dans les détails, on a dit dans notre émission arabe, musulman, mais on parle dans le livre d'histoire des morts, M-A-U-R-E. S bien entendu. Alors expliquez-nous l'origine de ce mot et faut-il l'employer ou pas? Ces mots qui montrent la modestie, vraiment. C'est pour la modestie. Oui, la modestie pour les Arabes, envers les Arabes. Au lieu de les appeler les Arabes ou les musulmans d'après leur nom, non, le morsik ou les morts et tout ça, pour montrer quand ces gens-là ils sont modestes et qu'ils sont agressifs. Donc c'est un mot qui signifie bien sûr. Donc ce n'est pas la modestie, l'agressivité surtout, oui. Oui, c'est presque la même chose. Oui. D'accord, très bien. Et l'humiliation, si on peut dire ça. Qu'ils sont très humiliés, tout ça. D'accord, donc en fait, les morts est plutôt un nom qui est péjoratif. Oui, presque, oui. Ironique, c'est comme ça. Bon, d'accord, alors on va parler plutôt arabe et musulman, puisqu'on parle de l'histoire des musulmans, la présence musulmane en Andalousie, une présence qui aura un impact même pour la suite de la laïcité, justement, issue du fait que les Européens ont préféré délaisser l'Église avec un grand E et se tourner vers les sciences. On va en parler plus davantage, je vous propose un petit commentaire et on revient après ça. La conquête arabe de l'Andalousie changea le cours de l'histoire d'Espagne. L'Espagne musulmane était devenue le joyau de l'Europe et est devenue le centre intellectuel de la connaissance et de la science au rayon de la civilisation islamique. Les Arabes n'ont pas imposé l'islam, au contraire, à côté des mosquées, ils avaient accepté les églises des chrétiens et les synagogues des juifs. Les musulmans avaient une attitude très tolérante envers les autres religions, donc on a pu voir des milliers de juifs et des chrétiens qui vivaient en paix. Les musulmans faisaient des réformes agraires, sociales, politiques et culturelles. Ils avaient traduit et retenu le meilleur de toutes les grandes cultures du passé, surtout la philosophie et la science grecque. On venait de toute l'Europe vers Cordoue pour profiter de sa connaissance et regarder ses rues pavées et éclairées. Les savants islamiques espagnols, tels Averroès, étudièrent les œuvres d'Aristote et des autres philosophes grecs qui furent traduites en latin. Les califes construisent des bibliothèques et favorisent l'épanouissement de la culture. Un certain nombre de mots de la langue espagnole viennent de l'arabe. De nouvelles cultures et techniques agricoles venues d'Afrique ou d'Orient sont introduites. Les grandes villes de l'Andalous sont des centres d'un artisanat raffiné. Elles sont également des marchés importants et des foyers d'études. Pour cette édition de la culture religieuse, on parle de la présence musulmane en Andalousie. L'Andalousie qui donc le nom musulman de la péninsule ibérique, une présence qui, je vous le rappelle, part de l'an 711 jusqu'en 1492, près de 781 ans, et une présence qui a quand même eu des conséquences sur l'histoire, la culture, les sciences et le développement de cette, disons, région du monde. Dr Ismail Hamid est notre invité. Dr Ismail, voilà, on va commencer justement après l'installation de l'Empire musulman. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Oui, ça passe bien sûr le changement de l'image de l'Espagne ou l'Andalousie. Après ça commence de développer ce pays-là avec la culture arabe qui était très très forte dans cette période-là. On a beaucoup de traces qui nous montrent les influences culturelles, philosophiques, religieuses, scientifiques. On a beaucoup de points architecturels, par exemple. Si on parle par exemple le changement de l'architecture arabe là-bas, on a deux modèles qui sont éclatants de tout ça. On a la mosquée de Cordova, on a aussi le palais de l'Alhambra, le Masjid al-Hamra. On a beaucoup, ce sont deux modèles qui représentent chef d'œuvre
à l'architecture arabe et même aussi de l'architecture de l'Espagne pendant le Moyen-Âge. Jusqu'à maintenant, bien sûr, toujours les gens qui visitent l'Espagne doivent passer de voir les deux monuments qui sont très importants. Mais par rapport à la mosquée de Cordova, par exemple, de Cordoue, oui. De Cordoue, alors on peut dire que c'est un modèle magnifique de l'architecture arabe avec par exemple le minaret. Le minaret, c'est un minaret avec le style marocain qui représente la tour comme presque une petite tour de Moyen-Âge. Ce n'est pas comme la forme minaret que nous avons ici au Caire islamique, comme le minaret des Mamelouks, ottomans, fatimides, comme ça. Non, c'est un modèle très différent, ce qui arrive là-bas. Mais ce qui aussi nous choque, qu'après l'expulsion, après chasser les Arabes de l'Espagne, ils ont converti alors la mosquée pour être une église là-bas. Et c'est ce que Mohammed, le grand concurrent là-bas, Mohammed el-Fatah, c'est le sultan ottoman, quand il est parti à Constantinople, donc il a modifié, on l'a converti l'église là-bas pour être une mosquée, l'église de Sainte-Sophie, en échange de ce que les Espagnols les ont fait là-bas, par exemple. Mais bien sûr, en islam, on n'accepte pas, bien sûr, le changement de l'église au d'être une mosquée ou comme ça. Ça, c'est bien sûr très loin. Pas par la force, bien entendu. Pas par la force, bien sûr. On respecte très bien alors les monuments, les maisons de Dieu pour les autres croyants, pour les non-musulmans et tout ça. Le modèle, bien sûr, de la mosquée de Cordoue, c'est un modèle magnifique. On parle de plus de 1000 colonnes de marbre, on parle de formes de mouchrabiya, de mosaïques, de décoration arabe et tout ça. Si on parle par exemple de mouchrabiya, ou les fenêtres orientales qu'on trouve beaucoup au Caire islamique par exemple, ça existe beaucoup là-bas comme une trace architecturelle arabe qui était très répandue là-bas. Aussi, on parle de palais là-bas, bien sûr, le palais d'Alhambra aussi, c'est une chose. Alors là, on a parlé magnifique. plutôt vraiment architecture. On va commencer donc les différentes étapes. On a parlé dans l'épisode précédent d'abord d'une disons instabilité politique au sein de l'empire qui a précédé, donc c'était l'empire wisigothe. Quand les musulmans sont arrivés, est-ce que la stabilité a pu régner tout d'abord? Oui, bien sûr, ça règne, ça continue, mais en même temps, alors il y a les Européens, les chrétiens de l'autre côté, qui opposent l'existence arabe ou musulmane là-bas. Donc ça commence de faire beaucoup de résistance de ça et de changer la condition qui arrive à la situation actuelle et pour chasser les Arabes. Donc aussi, il y a des armées qui se préparent dans l'autre côté. Si on parle de Charles Martel, c'est lui qui conduisait alors le drapeau européen, le drapeau du christianisme contre les musulmans là-bas. Et ça commence une période de lutte pour chasser les Arabes. Et puis c'était la période de Abdurrahman al-Ghafiqi, celui qui était le commandant de l'armée musulmane pendant cette période. Et à Tourboitier, bien sûr, c'était la bataille avec celui qui fait... Mais ce n'était pas la défaite pour les musulmans, mais la valeur de ça pour les Européens, que cette victoire on a arrêté l'avancée des Arabes. C'est juste l'affaire, mais les Arabes restent stables en Espagne et tout ça. Mais on les a arrêtés de traverser la France pour aller en Italie, à Rome. C'est le siège de catholicisme dans le monde entier et tout ça. C'est juste ils ont. Et pour ça, même Charles Martel, il est devenu comme un héros pour les chrétiens, celui qui sauve le christianisme et tout ça. Mais si on lit par exemple le commentaire de Gustave Le Bon, le grand historien et tout ça, quand il fait un commentaire de tout ça, et il a dit que la victoire de Charles Martel arrête les Arabes de donner beaucoup d'éclairage, beaucoup de lumière, de civilisation pour la France et pour le Paris. Et Paris et le reste de l'Europe sera arabanisé, islamisé avec de la civilisation arabe et tout ça. Donc il parle que cette défaite ou cette affaire-là, oui, c'est arrête la civilisation arabe qui brille sur le reste de l'Europe. De l'autre côté de l'Andalousie, donc le reste de l'Europe n'était pas vraiment d'accord sur la présence des Arabes, donc il fallait les chasser à tout prix. Donc il y avait des agressions extérieures. Mais à l'intérieur même de la région andalouse, il y a une stabilité, les différents royaumes se sont réunis et à partir de là on a commencé à créer donc cette renaissance culturelle et scientifique. Oui, c'est bien sûr. Pour l'Andalousie, c'était très stable pour les Arabes et tout ça c'était sous
le calife Omeyyade et tout ça, c'était très bien stable. Mais le problème pour les Arabes, c'était pour l'autre côté de l'Europe, ceux qui opposent l'existence arabe. On parle bien sûr le peuple de l'Europe qui appelle les Européens alors pour chasser les Arabes de l'Espagne et tout ça. Et c'était Charles Martel, c'est lui qui alors montait le drapeau de christianisme pour chasser les Arabes de l'Andalousie et tout ça. Et comme on a déjà parlé concernant la bataille de Tourboitier, c'était une bataille absolue, c'est avec la victoire. Mais ce n'était pas une victoire éclatante, mais c'est juste une victoire qui arrête les Arabes d'avancer envers le reste de l'Europe et tout ça. Oui, alors l'émission précédente, on a parlé d'un nom important, Moussa ibn Mousser, qui était qu'on appelle Wali al-Afriqiya, donc celui qui était le chef de l'Afrique. Oui. Là, on parle d'un autre homme important, Abdelrahman. Abdelrahman al-Rafiki. Voilà, oui, alors lui, quel est justement, disons, son apport à cette civilisation andalouse? C'était un homme très ambitieux, bien sûr, qui a beaucoup de rêves, qui avait beaucoup d'ambition pour répandre l'islam, pour propager l'islam pour le reste de l'Europe. Donc pour les Européens, il était bien sûr, c'était pas attendu pour eux, alors que les Arabes, ils vont continuer alors de propager l'islam dans le reste de l'Europe et tout ça. Donc ils étaient choqués par l'avancement très fort des Arabes. Ils ont traversé les montagnes entre l'Espagne et la France et ils arrivent jusqu'à tout près de Paris. C'est loin de Paris de quelques kilomètres, à Tourboitier. Il y avait là-bas alors l'armée européenne là-bas de Charles Martel, alors celui qui était en face. Et pour la bataille de Tourboitier là-bas, c'est bizarre parce que les Arabes, ils ont gagné la bataille, ils étaient très victorieux au début de bataille. Mais les gens après croient que la guerre presque finie, la victoire était pour les Arabes et tout ça, ils ont commencé de ramasser alors les choses, ou comment on dit là, al-ghanaim, ou les choses les butins, etc. Les butins et tout ce qu'on trouve là-bas. Et pendant cette période, alors, les Viscotes ou l'armée de Charles Martel se regroupent, se ramassent et après ils ont fait une victoire sur les Arabes. Bon, alors, avec l'installation de l'Empire musulman, on a parlé architecture au tout début, mais il y a aussi la présence des sciences. Et on va parler dans un autre épisode plus en détail des scientifiques. Oui. Mais la science en elle-même, l'évolution des sciences dans cette région de l'Andalousie, comment vous l'évaluez? Bien sûr, on évalue très bien. Et comme toujours on dit, alors regardez bien les livres et les commentaires pour les historiens occidentaux, ceux qui parlent très bien sur les traces arabes là-bas et la culture arabe qui était très forte. On a beaucoup de traces de tout ça. Et bien sûr, si on parle beaucoup de scientifiques arabes, c'est en philosophie, si on parle en sciences, de médecine, de la géographie, de l'astronomie et tout ça. On parle par exemple Ibn Rushd, c'est un modèle éclatant. Bien sûr, c'est un scientifique qui faisait l'interprétation de tous les livres d'Aristote. Il était un grand interpréteur de tout ça et même les Européens après, alors ils ont traduit les commentaires de Ibn Rushd. Averroès, c'est un des seigneurs, c'est un des grands professeurs de la philosophie et jusqu'à maintenant dans les universités européennes, ceux qui étudient alors les livres de Ibn Rushd, bien sûr, Averroès, il y a aussi les statuts de Averroès ou Ibn Rushd là-bas dans les facultés de la philosophie en Europe et tout ça. Et bien sûr, ils ont beaucoup apprécié Ibn Rushd et les autres scientifiques arabes, quand on va parler bien sûr en détail après ça. Oui. Mais si on parle de parties de la culture aussi, on parle beaucoup de mots, beaucoup de phrases, beaucoup de villes qui portent le nom arabe. Alhambra par exemple, c'est rouge, c'est le palais rouge, ou Qasr al-Hamra, oui, c'est un nom arabe. On a un grand quartier qui s'appelle Fatima, là-bas en Espagne, c'est un quartier très connu aussi qui porte le nom de Fatima, c'est la fille du prophète Mahomet. On a beaucoup de noms qu'on utilise jusqu'à maintenant. On a la danse de flamenco, c'est une danse arabe, c'est le falahmenko. Falahmenko, c'est un nom arabe. C'est le falahmenko. Al-falah, c'est le paysan, c'est quelqu'un devant vous. C'est une danse qui imite quelques mouvements de paysans et comme ça. C'est une façon rurale et comme ça qui représente. C'est le falahmenko et c'est le flamenco et c'est comme ça. On a aussi le nom de Séville, aussi Chbilia. On a aussi Chateba. On a deux noms
arabe, Grenade et tout ça. Donc on a aussi beaucoup de villes, et jusqu'à maintenant se rattachent beaucoup de grands scientifiques. On a beaucoup de scientifiques qui s'appellent Al-Ishbili, c'est d'après le nom de ces villes. Le nom de Ash-Shatibi, c'est un grand imam de Coran et de la philosophie islamique et tout ça qui s'appelle l'imam Ash-Shatibi. On a le quartier, on a Alexandrie qui s'appelle le quartier de Shatibi, c'est d'après lui. Donc il est d'origine de l'Andalousie et tout ça. Et d'ailleurs justement, quand le royaume des Almoravides, c'était les derniers, donc Almoravides, oui. Qui se sont, disons, le dernier dernière dynastie de cet empire musulman se sont installés, et on est retourné à cet obscurantisme qui eux ont brûlé par exemple les livres de Ibn Rushd, donc Averroès, etc. C'est là, à partir de cet obscurantisme, que l'empire musulman s'est décliné pour perdre. Petit à petit, avec aussi la montée du radicalisme en Europe. C'est avec aussi le radicalisme catholique, par exemple, parce qu'avec l'apparition d'un roi qui s'appelle Ferdinand, avec sa femme Isabelle, ils étaient très fanatiques de catholisme. Donc ils étaient contre même les chrétiens, alors ceux qui ont d'autres dogmes, d'autres sectes comme l'orthodoxe, comme protestants. Non, ils ont beaucoup persécuté les autres. C'est à cause de la différence de sectes chrétiennes. Même les chrétiens étaient persécutés. Regardez les Arabes, les Juifs aussi, ceux qui étaient beaucoup persécutés. Ils faisaient des massacres horribles pour les Arabes. Ils ont tué, on parle de centaines de milliers des Arabes. Ils ont obligé milliers de millions de personnes, des Arabes ou des Juifs, pour être chassés au fur de l'Espagne vers le Maroc, vers l'Égypte et tout ça. On a beaucoup de grands qui arrivent de là-bas. Par exemple, l'imam al-Qurtubi, alors c'était un grand imam de Cordoue. Il se rattache de Cordoue. Il était aussi un grand imam, c'est lui qui fait l'interprétation de Qurtubi. Alors il est venu après la chasse des Arabes de là-bas, après il était installé à Minya et il est mort là-bas. Il fait son interprétation de Coran là-bas et qui était une des meilleures interprétations de Coran. On a Moussa, le fils de Maïmoun, Moussa ibn Maïmoun, c'est un grand philosophe juif aussi. C'est lui qui était aussi chassé de là-bas. Il est venu en Égypte, il était le médecin de la famille Ayyubide, de la famille de Saladin. Et aussi il est un auteur d'une grande partie de Talmud des Juifs. C'est un grand philosophe. Et même les Juifs l'appellent comme Moussa le Doux. Moussa, le deuxième Moïse, par rapport au premier Moïse, le prophète Moïse et tout ça. C'est pour montrer la valeur de Mimounide ou Moussa ibn Mimoun. Il y a beaucoup de modèles des grands scientifiques qui étaient chassés, avec aussi des centaines de milliers de morts qui étaient tués et des gens aussi qui restent là-bas, qui se convertissent en christianisme et ils étaient aussi tués par Ferdinand et sa femme. Parce qu'ils disent toujours qu'on n'a pas de confiance que cet homme-là, c'est un musulman qui s'est converti au christianisme, on n'a pas de confiance que les devrait et tout ça, donc il faut le tuer. Ils ont tué, ils ont persécuté, ils ont fait des choses horribles vraiment pour chasser les Arabes de l'Andalousie. En tout cas, l'Andalousie, durant ces 700 ans, 781 ans plus précisément de règne musulman, est devenue comme une espèce de phare pour les sciences et la culture. On va en parler dans quelques instants. Je vous propose, puisqu'on parle de monuments, Alhambra, de la mosquée de Cordoue, je vous propose de visiter un monument ici au Caire et on revient après. La rue d'El Morez est la rue la plus ancienne du Caire. Elle a marqué la naissance de la capitale égyptienne en 969 grâce au chef militaire fatimide Jawhar el-Saqali. Ce dernier a construit le Caire à l'ordre du calife Al-Mu'izz el-Din el-Fatimi pour être le siège du règne fatimide. Juste après la fondation de la nouvelle capitale et de la rue d'El Morez, Jawhar el-Saqali a construit la mosquée d'Al-Azhar, qui est devenue plus tard la plus grande et la plus importante université islamique dans le monde.
Le visiteur de la rue d'El Morez sent l'odeur de l'histoire qui embaume l'endroit, et ceci grâce au grand nombre de monuments qui l'entourent et qui témoignent de la magnificence de l'architecture islamique à travers plus de 1000 ans. Ces monuments ont fait de la rue d'El Morez un vrai musée ouvert. Grâce à sa position au centre du Caire et dans la région d'El Azhar, une des régions commerciales les plus importantes de la capitale, la rue d'El Morez est considérée comme un souk et des milliers de visiteurs s'y rendent chaque jour, non seulement pour y faire du tourisme, mais aussi pour faire des achats. La rue d'El Morez est l'artère principale du Caire dès sa fondation. Elle regorge des monuments des différentes ères islamiques en Égypte, fatimides, ayyoubides, mamelouks et ottomans. Pour clôturer cette édition de la culture religieuse, Dr Ismail Hamid, on a vu que le royaume d'Andalousie est devenu un phare pour la culture. Parlez-nous pour clôturer de ce point. Oui, bien sûr, on a beaucoup de points si on parle de ça. On a parlé par exemple de la culture arabe, de l'architecture arabe, si on parle de sciences arabes, les scientifiques du monde entier se rendaient en Andalousie. Oh, bien sûr, c'était un centre culturel pour les grands scientifiques arabes. Même c'était le centre de califat de musulmans, c'était à Bagdad, à Damas, et puis c'est déplacé au Caire. Mais après ça, c'est l'Andalousie. Ça devient comme le centre culturel pour les grands philosophes, les grands scientifiques arabes qui trouvaient ça comme une destination principale là-bas pour échanger la culture entre les scientifiques de tout ça. Alors les scientifiques, on va en parler dans le prochain épisode, Inch'Allah, si Dieu le veut. Merci à notre invité, Dr Ismail Hamid, vous êtes donc spécialiste en histoire de l'islam. Merci à vous de nous avoir suivis, je vous retrouve donc la prochaine fois. Au revoir.